Bonjour à tous, je suis Sylvain Landreau, responsable de la multigestion chez Ports en Part Gestion et je vous retrouve pour faire le point sur le deuxième trimestre de l'année 2023. Merci à ceux qui nous suivent régulièrement et bienvenue aux nouveaux auditeurs. Je vous propose de nous arrêter une dizaine de minutes pour parler des performances de nos profils, de l'allocation actuelle, du top et flop 3 des fonds, de nos derniers mouvements et enfin des perspectives à venir. La performance à mi-année nette de tous les frais est de 5,77% sur le profil dynamique, dont l'exposition action à fin juin est de 80%, plus 2,94% de performance pour le profil équilibré qui a une exposition action de 42%, et enfin de plus 1,01% de performance pour le profil prudent exposé à hauteur de 17% action. Au 30 juin 2023 et depuis la création en 2011, la performance analysée nette de tous les frais est ainsi de 3,6% pour le dynamique, 2,3% pour l'équilibré et de 1,3% pour le profil prudent. Au niveau de notre positionnement actuel, donc en termes d'allocation, à fin juin, le profil équilibré est exposé à hauteur de 42% actions comme je vous le disais précédemment, 54% en obligations et 4% en fonds alternatifs. Le profil de risque a légèrement diminué par rapport au trimestre précédent puisque nous avons réduit la sensibilité taux des portefeuilles grâce à l'initiation d'une position sur un fonds à maturité courte. Je vous détaillerai cette opération et les autres un peu plus loin dans le podcast. Je vous rappelle que le profil équilibré peut monter jusqu'à 60% actions et descendre à 20% au minimum. Au niveau de nos choix d'allocation, ils se déclinent comme suit. Donc, légère surpondération sur les actions. Notre pondération est juste au-dessus de la neutralité à 42%, la neutralité étant à 40%. Au sein des actions, on a une préférence qui se porte pour un plus grand équilibre entre la croissance et la value par rapport au trimestre précédent. Aux États-Unis, nos positions sont partagées équitablement entre des fonds blend et des fonds dits de croissance. La surperformance de la croissance s'est poursuivie sur le trimestre. Après les pressions à la baisse sur la value au T1, on en parlait lors du précédent podcast, en raison des faillites des banques régionales. Et les dernières nouvelles autour de l'intelligence artificielle, cette fois-ci positive, ont apporté un intérêt supplémentaire aux valeurs technologiques, valeurs de croissance par excellence. Si on s'arrête maintenant en Europe, les styles des fonds dans nos allocations ont été conservés, à savoir plutôt blend. D'un point de vue maintenant géographique, on préfère les actions européennes pour des questions de dynamique de résultats et de valorisation. Les résultats publiés au T1 militent plutôt pour une mise en avant des sociétés européennes. On a pu voir les révisions sur les perspectives bénéficiaires pour 2023 sont haussières en zone euro, plus 1,6 depuis le début de l'année, alors que les autres zones, US, Japon et pays émergents, sont baissières par rapport à ce qui était prévu en début d'année. Sur la valorisation, on considère qu'il y a une décote sur les actions européennes qui s'est amplifiée ce trimestre. Sur les small et mid cap, nous sommes positifs et positifs sur spécifiquement sur les SMID européennes. Le momentum, vous l'avez certainement vu, est toujours pas favorable, mais on observe de plus en plus de retraits de cotes, notamment de la part des familles actionnaires comme Rothschild, Boiron, avec des primes de l'ordre de 25 à 35%. C'est un des arguments qui militent pour être positif sur cette thématique-là. Ce n'est bien sûr pas le seul. Maintenant, si je m'arrête sur les obligations, qui représentent l'exposition la plus importante de nos allocations pour un profil équilibré et prudent. Depuis un an, vous avez constaté que notre position a été renforcée de près de 20% sur un profil équilibré. En fonction des supports, du risque et de la sensibilité, le rendement offert est entre 4% et 9,5% par an. Au sein des obligations, on maintient notre préférence pour le risque de crédit, d'abord sur les subordonnées financières qu'on intègre, comme vous le savez, volontairement dans la catégorie high yield dans nos reportings, puis sur la dette émergente que nous avons renforcée ce trimestre et que nous avons diversifiée. Et dans une moindre mesure sur la dette high yield corporate
Voilà. Maintenant, si on s'arrête sur les subordonnées financières, qui est notre première conviction, un beau rattrapage a été réalisé ce trimestre après la déroute du Crédit Suisse en mars. Après analyse, on avait pris le parti de conserver nos positions sur les deux supports que nous utilisons, à savoir EDR Financial Bonds et Lazard Capital Phi. Donc EDR Financial Bonds est redevenu positif en termes de performance depuis le début de l'année. Lazard Capital Phi, on va le retrouver dans les meilleurs performeurs du trimestre. Il reste par contre négatif, on est à moins 4,87% pour l'instant pour 2023. On reste confiant pour de multiples raisons. Je vais citer les résultats solides des banques au T1, les régulateurs britanniques et de l'UE qui ont clairement validé la hiérarchie des AT1. Et enfin, les rendements, même après ce rattrapage, les rendements restent intéressants. En complément des obligations, on conserve une faible exposition en gestion alternative. Enfin, sur les devises, nos portefeuilles sont investis sur le dollar à travers des positions sur les actifs américains ou en USD. Cette exposition au global représente 8% dans le portefeuille équilibré. Au regard de nos choix d'allocation évoqués à l'instant, je vais maintenant vous détailler nos meilleurs et nos moins bons contributeurs sur le dernier trimestre. Donc les trois fonds qui sont le mieux comportés, on retrouve le Schroder ISF Japanese Equity, qui est à plus 12,66% en performance couverte du risque de change. Après avoir été délaissé par les investisseurs jusqu'en début d'année, les actions japonaises ont fortement rebondi. Il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. On en a identifié quelques-unes lors de nos achats en février, notamment la sous-valorisation importante vis-à-vis des autres zones géographiques, ainsi qu'une prime de risque attractive là où elle était réduite dans les autres régions du monde. La politique monétaire de la BOJ plus accommodante que les autres banques centrales en est la raison principale. Le deuxième contributeur, c'est le fonds Franklin US Opportunities, qui est à plus 10,98%. Dans le sillage de la publication de Nvidia, un producteur américain de semi-conducteurs adapté aux usages de l'intelligence artificielle, le fonds a profité d'un mouvement global positif sur les acteurs du secteur de la technologie. Les investisseurs anticipent le début d'un nouveau super cycle de croissance grâce à ces nouveaux besoins. Enfin, on l'évoquait, le Lazard Capital Phi qui performe de 5,55% sur le trimestre, qui reprend des couleurs après le fameux épisode Crédit Suisse où le stress sur les obligations AT1 était à son paroxysme. Si on regarde maintenant les trois fonds les moins performants, on retrouve le fonds sur les actions chinoises locales, le Allianz China A-Shares, qui baisse de 12,60%. Les actions chinoises locales continuent à sous-performer le reste du monde. La dynamique de réouverture de l'économie a finalement été assez molle, bien plus molle qu'anticipée. Les valorisations sont maintenant déprimées. On s'attend à une politique de relance du gouvernement chinois. Au mois de juin, le taux directeur à court terme a été abaissé de 2% à 1,9%, c'est un premier pas. Puis quelques jours plus tard, les taux de prêt ont aussi été réduits, geste pour soutenir le secteur immobilier. Le deuxième fonds le plus faible, c'est le Porsan par entrepreneur ISR qui baisse de 0,5%. Les small et mid caps ont une nouvelle fois sous-performé le marché action. Enfin, le fonds MNJ Optimal Income qui baisse de 0,12%. Ce fonds obligataire diversifié a été pénalisé par la remontée des taux. La réduction des spreads de crédit a toutefois compensé pour partie cet impact négatif de remontée des taux. Comme le trimestre précédent, l'effet sur le change dollar-euro n'a pas eu beaucoup d'impact sur nos allocations. Le dollar a baissé de 0,64% contre euro. Il a donc eu un effet légèrement négatif sur nos performances, étant donné que nous sommes exposés à des actifs en USD non couverts. En termes de mouvement, on a réalisé deux changements d'allocation. Un ce trimestre et un que je vous cite quand même au tout début juillet. Donc début mai, nous avons rééquilibré nos portefeuilles en termes de style sur les US. On privilégiait avant ce mouvement la value et marginalement les petites valeurs US. On a estimé que nous étions proches de la fin du resserrement monétaire aux États-Unis, ce qui pourrait redonner du momentum aux valeurs de croissance avec des taux qui viendraient à baisser dans quelques mois. De plus, les banques régionales américaines ont continué d'alimenter l'actualité. Après la faillite de la SVB, c'est la First Republic Bank qui a été confrontée à une hémorragie des dépôts, entraînant sa chute et sa reprise par JP Morgan.
Le secteur financier étant bien pondéré dans les fonds value, ces derniers événements nous ont amenés à revoir nos positions. Nous avons aussi réduit le risque obligataire au sein du profil équilibré et prudent pour privilégier un fonds investment grade court terme, maturité 12 mois, qui offre dorénavant un rendement attractif autour des 4% bruts. Puis, tout début juillet, suite à la très forte surperformance des actions japonaises, depuis l'initiation en début février, qui mettait en évidence une valorisation attractive, on a pris une partie de nos bénéfices pour réinvestir le produit de la cession sur les grandes valeurs américaines et européennes. Sur notre position action US, on a poursuivi notre mouvement de sortie de la value pour initier une position blend avec l'entrée d'un nouveau fonds, le Nordea North American Stars Equity. On a aussi vendu le fonds de dette émergente Just Corporate pour privilégier un fonds de dette émergente cette fois-ci diversifié, le M&G Emerging Markets Bond Fund. L'équipe de gestion de M&G s'est distinguée ces dernières années en générant de l'alpha sur son bond picking et sur l'allocation d'actifs. Le fonds profitera aussi davantage de la faiblesse du dollar face aux devises émergentes grâce à son exposition aux devises locales. Enfin, les politiques monétaires des pays émergents devraient globalement être plus rapidement accommodantes que celles des pays développés, favorisant cette classe d'actifs. Je vais terminer sur les perspectives. Donc, indépendamment des décisions de politique monétaire, les principales banques centrales occidentales ont choisi de durcir leur discours en raison d'une inflation core, c'est-à-dire retraiter des éléments les plus volatiles tels que les prix de l'énergie, les produits alimentaires. Donc cette inflation core, elle est bien ancrée. La BCE a décidé de relever de 25 points de base son taux directeur en raison de l'inflation salariale. Aux États-Unis, la Fed a certes marqué une pause, mais le discours de Jerome Powell laisse peu de doute sur une nouvelle hausse de taux dès juillet et probablement d'une seconde d'ici la fin de l'année 2023. Les indicateurs macroéconomiques avancés, notamment manufacturiers, continuent de se dégrader et mettent en évidence un redémarrage plus poussif qu'initialement anticipé de l'économie chinoise. Dans ce contexte, les investisseurs continuent de privilégier le scénario d'un atterrissage en douceur avec une récession faible, de courte durée, attendue en fin d'année. Cet optimisme généralisé alimente la bonne tenue des actifs risqués. Un autre point intéressant, ça va être les publications des résultats pour le deuxième trimestre. Les entreprises seront-elles capables d'augmenter encore leurs prix sans pour autant casser la dynamique de croissance des revenus qui pourrait montrer un essoufflement, comme nous l'indiquent certains indicateurs macro. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous en octobre pour vous donner la réponse et faire le point sur le troisième trimestre. D'ici là, je vous souhaite un excellent été et bien sûr de vous ressourcer pendant vos vacances. À très bientôt. Ce podcast réalisé par Ports en Part Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.portsenpartgestion.fr. Merci